Don't die, Blondie. Don't die. I'm your friend. Please don't die, please. I'm your friend. Come on. Come on. Blondie, I'll help you. I'll help you. Don't move. I'll be right back. I'll get the water. Don't die like that pig. Hey, Blondie. Water. Water, Blondie. Don't drink. Don't drink. It's not good for you. Feel better? Blondie, what's the matter? Please don't die. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh, nom de Dieu, de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Tolstoy. Oh, ton cul. C'est mon génie. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien entendu le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Nous avons décidé aujourd'hui de faire une émission un peu particulière avec un invité un peu particulier qui est déjà venu plusieurs fois dans cette émission. Tu es presque un intérimaire aujourd'hui, Melvin Z. Presque. Bonjour Melvin, série Z. Eh ben, bonjour tout le monde. Tu vas bien? Ah bah tout va bien. Tu es accompagné de quelqu'un qui restera hors micro. Est-ce que l'on doit taire son nom? Oui, non, on peut dire que Chat est là. Et qui de temps en temps opinera du chef pour Exactement, pour voir si on dit pas des bêtises. C'est ça, voilà, on a une référente autour de cette table. Merci d'être ici, référente. Pourquoi est-ce qu'on t'a invité? C'était à l'occasion de la sortie d'un documentaire sur Netflix, enfin c'est comme ça en tout cas qu'on a pu le voir, Sad Hill Unearthed. Sad Hill Unearthed de Guillermo de Oliveira, donc un film espagnol, un documentaire espagnol. On va le présenter bien sûr très vite. Et puis aussi l'occasion de parler avec toi justement d'une question qui turlupine tout le monde dans ce documentaire. Pourquoi aller voir les lieux d'un tournage? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et répondre à cette grande question, où est l'Espagne en ta compagnie? Et on va peut-être démarrer justement avec cette question, où est l'Espagne et pourquoi? Alors c'est de l'autre côté des Pyrénées, au sud. Pourquoi est-ce que des gens qui n'étaient pas espagnols ont été posés à leur caméra dans ce trou paumé qu'est l'Espagne pour y tourner en partie des westerns, mais pas que? Toi t'avais des petites histoires, t'avais commencé hors antenne et je t'ai coupé pour dire non attends, on va revenir là-dessus et puis ça va nous permettre de présenter un peu ce documentaire. Alors, dans le documentaire Sad Hill Unearthed, donc il s'agit du cimetière de Sad Hill, du Blanc Brut et le Truand. De Sergio Leone, voilà, pour tous ceux qui ne savent donc pas. ça a été tourné dans une vallée pas très loin de Burgos. Et donc l'Espagne a accueilli des centaines de tournages à partir des années 60. Donc pas... Alors, ce qui est étonnant, c'est pas à Burgos même, mais plutôt à Almeria. Donc Burgos, c'est nord-ouest, Almeria, ouais, Burgos, c'est plutôt c'est au nord-ouest de l'Espagne, au nord de l'Espagne. Almeria, c'est tout à fait au sud. Donc la plupart des tournages sont déroulés à Almeria. Le Bon, la Brute et le Truand, l'essentiel des prises de vue ont été faites à Almeria, mais ils ont délocalisé le tournage pour quelques scènes à Burgos, quoi. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont retrouvés en Espagne? Pour les productions italiennes, c'est parce que la région d'Almeria et en Espagne d'une manière générale pouvait offrir des tournages, des lieux de tournage sauvages et qu'ils n'avaient pas ailleurs, quoi. C'était la meilleure solution plutôt que de partir aux États-Unis et que ça coûtait trop cher, les techniciens étaient trop chers. Ils pouvaient tourner à Almeria dans des décors grandioses,
avec des coûts de production minimum, et ils pouvaient bénéficier de figurants ou d'équipes techniques qui étaient payées au lance-pierre, quoi. Les premiers qui sont partis tourner là-bas, donc il y a, comme on disait, il y a le film français Un taxi pour Tobrouk qui a utilisé les déserts qui a à côté d'Almeria. Et puis à partir de 64, Sergio Leone s'est installé pour donc son premier western, et le film a eu un tel succès que ça a créé un appel d'air, et que les tournages sont multipliés. Il y en a eu des centaines entre 64 et le milieu des années 70. Je crois que c'est 400 westerns qu'ils ont tourné là-bas. Après la vague de westerns se calmant, les westerns il y a eu de moins en moins de westerns, mais il y a eu des grosses productions américaines qui sont installées, donc on peut toujours pour des questions de coût. Ouais, pour des questions de coût, et puis de paysages qu'on retrouvait vraiment typiques, quoi, puisque la région d'Almeria propose des déserts, des zones arides qui peuvent figurer aussi bien l'Arizona que l'Afghanistan, que le Proche-Orient, que l'Afghanistan, ou voire même des planètes genre extraterrestres ou n'importe quoi. Donc je crois les premiers, donc il y a Un taxi pour Tobrouk, il y a Laurence d'Arabie qui a reconstitué la prise d'Aqaba à côté d'Almeria. Ils ont construit une palmeraie pour la scène de la palmeraie dans Laurence d'Arabie. Donc c'est une palmeraie qui continue, qui est restée sur place, et qu'on retrouve et pour quelques dollars de plus quand ils essayent d'ouvrir le coffre. Ils sont dans une zone avec des palmiers, donc ça a été fait au même endroit. Et puis on trouve Indiana Jones et la dernière croisade. Sinon en 1982 il y a Conan le Barbare qui a utilisé la plupart des décors là-bas. D'ailleurs si on regarde à la suite Le Bon, la Brute et le Truand et Conan le Barbare, on voit en fait que c'est exactement les mêmes décors, alors qu'il y en a un qui figure le Nouveau-Mexique et l'autre qui figure la Cimmérie, une région un peu étrange, mais pourtant c'est exactement c'est pas plus étrange mêmes, que l'Espagne, si je peux pas mettre ça. Et donc Sergio Leone comme John Milius pour Conan le Barbare ont tourné pour Le Bon, la Brute et le Truand et pour Conan l'essentiel de leurs films à Almeria, et pour une raison plus ou moins étrange, obscure, ont délocalisé leur tournage pour quelques scènes du côté de Burgos, quoi. Donc pour Conan le Barbare, c'est les scènes de la roue de la douleur. Ce qui est très étrange d'ailleurs que de... Bah oui, parce que là, on peut trouver des vallées similaires, genre vers Almeria. Et puis la scène de la sorcière, etc. Et pour Sergio Leone, ils ont tourné là-bas, ils ont utilisé donc une vallée où ils ont tourné la scène du pont, donc ils ont construit le pont sur la petite rivière, et la scène du cimetière de Sad Hill où ils ont construit un cimetière genre entièrement, et la scène du le cimetière qui a plus de 5000 tombes, voilà, c'est quand même un cimetière assez costaud. Ouais. Donc ils expliquent dans le documentaire qu'à la base ça devait être un petit cimetière, et puis qu'ils ont eu l'idée de faire un cimetière circulaire, et que plus Sergio Leone travaillant avec le chef directeur artistique a trouvé l'idée du cimetière circulaire excellente, et puis ils ont multiplié le nombre de tombes jusqu'à arriver à ce qu'on voit dans le film. Alors le documentaire lui revient sur une aventure un peu particulière qui démarre, je crois, vers 2013-2014, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est en 2014. Ouais. Voilà, de gens qui habitent justement dans cette région-là, qui connaissent évidemment le Bon, la Brute et le Truand. Ils ont des gens dans leur famille parfois qui ont travaillé sur le tournage, puisque Leone a fait appel à des gens du coin aussi pour aider à faire non seulement cimetière mais d'autres petits boulots sur le film. Et ces jeunes, parce que ça reste des gens assez jeunes par rapport au film qui va fêter ses 50 ans au moment du tournage du documentaire, découvrent que justement le cimetière de Sad Hill est juste à côté de chez eux, et qu'il est laissé complètement à l'abandon depuis des années et des années, qu'on retrouve des pierres tombales ou des croix sur les toits de certaines maisons pour calfeutrer les fuites, et vont se mettre en tête en se disant que ça va peut-être prendre un week-end oui, c'est quelque chose qui est assez amusant, c'est que c'est une particularité des tournages de Sergio Leone, ou voire même des tournages d'une manière générale de western italien, c'est qu'ils construisent des décors incroyables. Et puis une fois que la scène elle est tournée, tout le monde se barre et laisse les trucs en état, quoi. Donc on voit dans le documentaire que le camp de concentration a été resté, ils disent il y avait encore les canons en polystyrène, etc. Donc bon, tout ça avec le temps a disparu, mais le cimetière qui est les tombes est resté en l'état, quoi. Du côté d'Almeria, il était une fois la Révolution, ils ont construit le pont qui explose, ils ont construit le pont, ils l'ont fait exploser, et puis ils se sont barrés, quoi. Donc on peut aujourd'hui, quand on se balade dans les vallées par là-bas, retrouver
le pont qui est en l'état. Donc c'est un pont qui mène nulle part, qui a été construit exprès pour le film et puis qui a été laissé à l'abandon, quoi. Donc les gens de la région de Burgos qui étaient fans du film, quand ils se sont rendus compte que le film avait été tourné à côté de chez eux, sont allés voir, essayer de retrouver le cimetière, l'ont retrouvé, et puis c'est ce que le documentaire raconte. Ils se sont dit pourquoi est-ce qu'on le réhabiliterait pas, et tout le documentaire tourne autour de ça, quoi. Ils mettent un peu de temps à le trouver quand même, parce qu'ils se disent c'est tourné dans le coin. Ils mettent c'est un pas peu les de premiers. temps. Alors on voit d'autres gens avant. Il y a des vidéos de des Canadiens notamment qui débarquent dans le coin, qui découvrent les lieux avant que l'équipe d'Espagnols les trouve. Enfin, y aillent eux-mêmes, et c'est une révélation. Eux, j'ai pas l'impression qu'ils aient mis tant de temps non, que parce ça. que là, à il y en a le certains trouver, qui disent parce qu'en fait ils y vont régulièrement en pèlerinage depuis tout. Enfin, ils savent traditionnellement, de manière populaire, que les grands-parents ont travaillé sur le film. Il y a plein de gens donc ils savent à peu près. il y a plein où c'est, d'histoires quoi. qui circulent autour du. Voilà. Mais en fait, ça a été. Les trucs ont été laissés à l'abandon, et c'est, je pense, depuis une vingtaine d'années où il y a de nouveau un intérêt, où les gens se retournent vers ces films qui datent d'une cinquantaine d'années, et redéveloppent un intérêt sur ces films, quoi. Et d'un coup, c'est ça. Alors et d'un que coup, tout c'est le fait de s'en foutait rencontrer pendant, aussi. Je crois que ce qui est dit dans le documentaire, c'est le fait de rencontrer d'autres gens qu'ils ne connaissaient pas d'ailleurs. Je crois que c'est justement pour la mort d'Eli Wallach, où là, d'un coup, il y a des gens qui sont retrouvés dans le cimetière de Sadil pour lui rendre hommage, et il y en a plusieurs qui se sont rendus compte, ah putain, je suis pas tout seul à avoir une espèce de fascination, ou en tout cas de vouer une forme de culte. Après, ça tient, parce qu'on voit dans le documentaire, l'association de Sad Hill, ils sont 3 ou 4, quoi. Donc c'est 4-5 personnes qui nourrissent un intérêt commun, et puis qui se motivent les uns les autres, et qui se disent tiens, on va creuser la terre pour voir si on retrouve les pierres, qui ont motivé d'autres gens quand même. Justement, le film raconte cette aventure. Mais il commence tout seul, quoi. C'est un truc c'est eux qui sont pour les la auditeurs, ceux qui n'ont pas vu le le film. Là, le cimetière de Sadil, en l'occurrence, à l'époque où commence ce projet de restauration, on n'en voit rien du tout, quoi. Il faut vraiment avoir des images il y a de 15 drone cm pour voir qu'il y a une sorte de. C'est-à-dire que quand on est sur place, on voit rien, mais quand on prend un peu de distance et qu'on prend un peu d'altitude, etc., d'un coup on voit la forme, puisque toutes les tombes, donc c'est ils ont fait ça avec des caisses en bois, où ils ont rempli les caisses en bois de terre, ils ont soulevé le truc, ils ont fait ça à la chaîne, et donc la terre étant meuble, les buissons, l'herbe a poussé plus facilement à cet endroit-là. Donc quand on prend un peu de distance, on voit l'herbe montre les cercles révèlent les tombes. Donc quand on y est, on voit rien, mais quand on prend un peu de distance, d'un coup le truc se révèle, et c'est ce que dit un des Canadiens qu'on voit, qui sont allés en 2004. Le cimetière se révèle, sort du mythe, et puis repart dans une espèce de fantôme, suivant si on est le nez dessus ou si on s'éloigne. Et donc l'idée c'était de réhabiliter ce lieu, quoi. Après c'est parti, on voit, ça part, ils veulent juste creuser la dalle centrale pour retrouver les pierres, et puis après ils se disent mais on va refaire le petit muret qu'il y a autour, on va remettre les tombes. C'est un truc de fan. Voilà, parce qu'il y a une autre aventure qui a démarré, parce que justement ils se sont rendus compte qu'à 3 c'était pas trop évident de le faire, donc ils ont lancé un appel sur Facebook, ils ont créé une page sur les réseaux sociaux pour demander aux gens de venir filer un coup de main, et surtout pour peut-être donner un petit peu d'argent. Tu pouvais acheter ta propre tombe. Oui, on pouvait financer sa propre tombe pour. Ce que toi tu as fait. Oui, alors pas vraiment, mais d'une certaine manière, oui. Ah, tu t'es fait offrir. Si, oui. Mais... Donc voilà, donc on peut voir notamment dans le documentaire ta tombe. Voilà, oui. Non mais moi, en fait, en revoyant le machin, parce que j'étais au courant, grâce, je pense, à toi et à notre invitée silencieuse ici présente, j'étais au courant qu'il y avait cette histoire-là, et en voyant le documentaire, j'ai regretté énormément de pas avoir participé. Je me suis dit, mais voilà, j'aurais tellement aimé avoir ma tombe. T'étais pauvre à l'époque. Je crois que tu faisais que de me taxer de la thune et tout ça. Donc, c'est pour ça. Et t'aurais pu me l'offrir, cette tombe, espèce d'enflure. Non mais voilà, mais ça révèle mine de rien une forme de culte, et pour moi une forme de culte, sans vouloir galvauder justement ce mot-là, et le documentaire va poser la question aussi, justement, moi ce qui m'intéresse le plus, de pourquoi justement les gens, les spectateurs en particulier, vont vouloir venir sur un lieu de tournage. C'est vrai que c'est finalement quelque chose d'assez étrange, même si ça tient du tourisme, ce que je peux comprendre moi, mais pour ces gens... Il y a du tourisme pour une partie du public qui va voir et qui est curieux de voir le cimetière, mais c'est une curiosité, genre comme une curiosité touristique locale, quoi. Pour les gens qui
qui se sont motivés à aller tous les week-ends piocher la terre. C'est un peu plus que ça. Et dans le documentaire, on voit régulièrement Joe Dante qui intervient. Et à un moment, il fait un parallèle que je trouve relativement pertinent, c'est qu'il dit c'est une sorte de préservation du patrimoine. Il dit voilà, il y a des gens qui on préserve des films, on va rescanner des films pour éviter qu'ils disparaissent. Ces gens-là préservent un lieu pour éviter qu'ils disparaissent. Je vois ça à peu près au même niveau, quoi. Et puis il y a aussi un autre élément, c'est que il y a une dimension mythologique dans le cinéma un petit peu comme ce que George Miller expliquait quand il disait que la dimension mythologique du cinéma faisait que les salles de cinéma étaient comme des temples et que les gens avaient un rapport quasi religieux avec ces histoires, avec le poncho de Clint Eastwood, c'est une relique comme le Saint-Suaire pratiquement, quoi. Pour plein de gens, ça a une importance. Ils ont grandi avec. Le film a un sens. Donc aller sur le lieu de tournage, voir de ses yeux quelque chose qu'on connaît par cœur à l'écran. C'est exactement comme aller en pèlerinage à la Mecque ou un pèlerinage religieux. Donc pour ce genre de lieu, et donc il y a ça un peu partout dans le monde. Il y a des lieux comme ça qui, en Australie, les gens vont visiter les lieux de tournage de Mad Max 2, là où il y a eu le campement. C'est exactement la même démarche, quoi. Et on retrouve les mêmes personnes qui vont essayer de revaloriser ces lieux parce que considérant que ça fait partie du patrimoine universel et du patrimoine commun, et que ce serait trop bête que ça disparaisse parce que ça parle à tout le monde, quoi. Je vais poser une question peut-être un peu con, mais finalement une fois qu'on y est, qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que ça apporte? Pour moi, il y a deux choses. Il y a l'émotion brute d'être. Donc je suis pas allé personnellement dans le cimetière, mais je suis allé sur d'autres lieux. Je pose la question en sachant. Il y a une espèce d'émotion de se dire c'est là où ça s'est tourné. Comme à un moment, il y a une des personnes de l'association qui dit ces pierres, on les gratte, mais il faut faire attention de ne pas les abîmer, elles sont sacrées, elles ont été foulées par Clint Eastwood. Mais c'est pas tant que Clint Eastwood est une personne sacrée, c'est que c'est là où le film a été tourné, et il y a cette dimension un peu comment dire, c'est cette émotion, quoi. Et puis sinon il y a quelque chose d'un petit peu plus ludique, qui est un lieu de tournage, on le connaît par le film, quoi. Donc on le voit par des cadres, des choix de cadres, un montage. Quand on est sur place, on voit au-delà du cadre, on voit de manière plus large, et donc d'un coup on comprend comment est-ce que le réalisateur a choisi, a mis en scène le lieu, quoi. Et c'est parfois très amusant de voir que les lieux en eux-mêmes sont à l'identique de ce qu'on a vu dans le film. Mais il y a une impression un peu différente, c'est-à-dire que c'est un jeu que tu as pratiqué toi-même. Il y a pas le regard, on est sans le regard du réalisateur, quoi. Donc on voit hors du cadre, c'est-à-dire que notre regard va au-delà du cinémascope, au-delà du cadre en lui-même, et donc on voit parfois il y a des choses qui ont été cachées, ou il y a des choses qui ont été magnifiées, ou alors on essaye de... je vais prendre un exemple tout bête. Sur le début de Mad Max 3, quand Mel Gibson se retrouve au bord d'une grande vallée, au bord d'une falaise. Quand on voit le film, on a l'impression que la falaise est énorme et qu'il y a plein de gens avec des petits arbres qui partent vers Barterton. Quand je me suis retrouvé sur ce lieu-là, comme il y a rien d'humain et qu'on n'a aucune échelle de valeur pour avoir les distances, etc. J'avais l'impression que la colline plate qu'on voit au loin, qui est là où est Barterton, était excessivement loin, et que j'étais devant une falaise qui était excessivement haute, quoi. Et d'un coup, je me suis rendu compte que non, en fait, la falaise, elle faisait 4-5 mètres de haut, et que la colline, elle était juste à côté, quoi. Et que la magie du cinéma faisait qu'on avait une impression de gigantisme. C'est la magie des focales. Et cette impression de gigantisme, je l'avais quand je me suis retrouvé face au lieu.
Et il a fallu un moment pour me rendre compte que, en fait, non, c'était le lieu était différent de ce qu'on en percevait à l'écran, quoi. Ça, c'est la magie du gigantisme, mais c'est comme tu le disais juste avant aussi, il y a parfois la volonté d'un réalisateur de cacher tel ou tel objet. Moi, j'ai le souvenir c'est l'ouverture du bouquin de Sidney Lumet sur faire un film, où je crois que l'intro du bouquin, c'est Sidney Lumet qui raconte l'anecdote où il parlait avec Kurosawa de pourquoi Kurosawa a fait tel cadre sur Ran ou Kagemusha, je sais plus, un des plans que Sidney Lumet trouvait le plus beau du film, et il lui demandait mais comment t'as fait pour composer ce cadre, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, et Kurosawa lui avait répondu bah c'est simple, à la gauche du cadre j'avais un poteau électrique, à la droite j'avais une pub pour Coca-Cola, moi j'ai serré entre les deux et j'ai fait mon plan, quoi. Ouais, mais dans Le Bon, la Brute et le Truand et pour quelques dollars de plus, il y a deux plans similaires où on voit une grande vallée avec une grande colline au fond, et dans l'un on voit une diligence qui va de gauche à droite, et dans l'autre on voit une diligence qui va de droite à gauche. Pour les deux films, ils ont posé le pied de caméra exactement au même endroit, mais si on panote légèrement à droite, on voit une plage et avec la mer, quoi. Et quand on est sur place, on a du mal à se croire. Enfin, on comprend. Enfin, comment dire, on voit ce que ce que peut apporter la magie du cadre, et de voir qu'une partie du paysage, quoi. Avant qu'on passe à autre chose, est-ce que l'un de vous veut revenir sur le documentaire en lui-même? Non, non, j'ai moi je veux bien dire vite fait que le documentaire, j'ai trouvé vraiment bien fait, que il arrive à raconter l'histoire de ces gars qui déterrent le cimetière de manière plutôt chouette, en mettant en avant leur passion et pourquoi ils le faisaient, et qu'en même temps le documentaire arrivait à se payer le luxe d'être intéressant sur le film lui-même, et d'apporter des éléments oui, ça tient à la fois du making of et de la documentation, notamment sur le rapport entre Sergio Leone et son équipe et l'armée franquiste, qui a servi de constructeurs et de figurants. Et qui a accepté parce que ça parlait de guerre civile américaine, voilà, non pas de... Et c'est des choses qui, dans les derniers documentaires qui sont sortis sur Sergio Leone, n'est jamais traité, quoi. Donc, et puis même s'il y a des gens, au début on peut se demander qu'est-ce qu'ils foutent là, comme Joe Dante, quoi, qui a un rapport quand même très distant avec le sujet. Ce que dit Joe Dante par rapport au rapport que les gens peuvent avoir avec les films, cette dimension religieuse, etc. Je trouve ça super pertinent, et que... Je pense que Joe Dante, il a le fait que c'est une grande figure de la cinéphilie, parce que c'est aussi un mec qui a un rapport hyper fétichiste aux choses, quoi, de par son activité sur internet aussi, de par même son travail de cinéma hyper citationnel et compagnie, quoi. Mais et forcément ça a obéi aux problématiques qui sont dans le documentaire, des gens qui, comme tu le disais, ont un rapport au cinéma presque sacré, et Joe Dante il a vraiment ça, quoi. Avec Tarantino, finalement c'est des mecs qui portent ça en eux, quoi. Ouais. Le seul bémol que je pourrais avoir, même si je vois très bien le lien qu'il peut y avoir entre Metallica et le Bon Baiser de Truand et la musique de Morricone, évidemment, hein, puisqu'il l'utilise, il continue d'utiliser en introduction de leurs concerts, tout ça machin, ce morceau Ecstasy of Gold. C'est vrai que le seul bémol que je peux apporter au documentaire, c'est les interventions de ce chanteur de Metallica, et qui sont plus qu'inintéressantes, hein, par rapport à ce que peut dire quelqu'un comme Dante, comme comment il s'appelle, Clint Eastwood. Merci, je pensais plutôt, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est le seul bémol que je peux apporter, même si je comprends très bien pourquoi ils ont été le chercher, et l'importance que ça a pu avoir, puisque je fais un spoiler sur le documentaire, ce qui est c'est que le documentaire suit cette équipe jusqu'à enfin avoir presque, en tout cas, rénové ce cimetière, et pour fêter les 50 ans du film, il y a une projection en plein air avec beaucoup de monde, et le film est introduit par des interventions de gens comme Ennio Morricone, Clint Eastwood, et justement Clint Eastwood et le gars de Metallica. Donc j'imagine l'émotion que ça a pu être, et c'est très bien retransmis, je trouve, dans le documentaire aussi, cette émotion même partagée par beaucoup de gens, de voir ces types sur grand écran, leur dire ouais, le travail que vous avez fait c'est quand même bien, chapeau les bonhommes, même si c'est juste ça fait plaisir, voilà. Mais je comprends, mais par contre les interventions de Solidaire de Metallica sont pour moi plus que bon. Ouais, c'est un peu naïf, mais bon, après c'est non mais ça gâche pas non plus
ce plaisir. Et c'est vrai que ça m'a relancé quand même dans cette envie de me poser la question pourquoi aller voir des films. Et j'ai pensé du coup évidemment à toi. Tu en as à te demander pourquoi les gens vont voir des films? Non. C'est vrai qu'aujourd'hui on se posait la question. Moi ça m'a beaucoup rassuré. Mais tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur même la religion, sur la foi dans le cinéma, sur ce temple que peut être la salle de cinéma, de voir le documentaire, moi ça m'a rassuré en fait énormément, de me dire déjà je suis pas tout seul, et puis ça existe encore en fait. Sur le pouvoir que peut avoir les films sur les gens. Ouais. Ouais, et puis surtout sur l'importance qu'ils peuvent donner dans les films en fait, et qu'il y ait encore une certaine foi que moi je pense naïve, mais que j'ai profondément dans justement le pouvoir mythologique du cinéma en fait. C'est drôle en fait ce parallèle entre la religion et justement les films, c'est que moi j'avais souvent évoqué ce truc là au cinéma, moi qui m'intéresse beaucoup, c'est le rapport des cinéastes qui ont vraiment la foi par rapport au fait qu'il y a un rapport assez fort entre la religion et le cinéma, dans le sens où le cinéma, son matériel principal, c'est le réel, quoi. C'est vraiment, on enregistre des choses, et la mission du cinéma, c'est de transcender ça, enfin de transcender un matériel qui serait le réel pour arriver à un ailleurs. Et c'est exactement la même mission que la religion, en tout cas chrétienne. C'est-à-dire, on a un monde qui est complètement, où il y a une absence de Dieu qui est là, manifeste. Il s'agit de croire qu'il y a autre chose en fait, quoi. Et chez des cinéastes très chrétiens, il y a vraiment ça. C'est une interrogation qu'on voit chez tous les cinéastes qui sont croyants. Hein. Je pense à Gibson, je pense à Scorsese, à des mecs comme ça, où ils sont toujours dans cette optique de la transcendance, de partir sur un matériau. Et on voit bien que chez ces types-là, il y a cette volonté d'aller sur le truc le plus brut possible, le plus trivial possible, enfin vraiment, et de toujours vouloir aller vers un truc qui la transcendance totale, quoi. Et du coup c'est un mouvement qui double ça en fait, d'aller visiter les lieux de ça, c'est d'aller visiter les lieux de tournage, c'est de voir la réalité d'un truc qui déjà est la réalité dont est parti ces cinéastes là pour la transcender, quoi. Et ça correspond à peu près à tout ce qu'on a dit, quoi, quelque part, si c'est clair ce que je dis, mais voilà. Ouais, je suis d'accord. On va faire une transition pour parler justement du travail de Série Z par rapport justement à Mad Max, puisque c'est vrai que je l'avais pas forcément répété, l'introduction de cette émission. Qui ne le sait pas. On t'avait invité, pour tous les nouveaux auditeurs, on t'avait invité il y a quelques temps déjà, pour parler de Mad Max et du travail que tu es en train de faire, notamment pour un ouvrage de référence qui sortira bientôt. L'année prochaine, en 2020. En tout cas, c'est prévu comme ça. Hein. Oui. Et aussi un documentaire qui est toujours en post-prod. Qui est toujours en post-production. Avant ça, donc on va faire une courte pause, un poil hors sujet, mais pas tant que ça. Mais avant de faire la transition, moi j'avais juste ma petite virgule à faire qui m'amusait, juste le rapport qu'on peut avoir, parce qu'on va parler de Mad Max, on a parlé de la trilogie, un petit peu en tout cas des westerns de Clint Eastwood, Sergio Leone, et c'est vrai que ça m'a toujours fasciné, ce lien qu'il pouvait y avoir entre Mel Gibson et Clint Eastwood. Non pas sur leur rapport masochiste au cinéma, en tout cas de leurs personnages dans les films qui sont vraiment des types qui aiment bien se faire mal. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de liens entre les deux, et ça m'intéresse toujours de le répéter. Et le fait, par exemple, qu'ils aient été traités tous les deux de fascistes ou de type un peu trop à droite avant d'être enfin respectés par la critique. Enfin, c'est pas encore le cas de Mel Gibson, mais ça va arriver dans pas trop longtemps, je pense. Et puis le fait qu'ils ont tous les deux démarré dans une trilogie non américaine, alors qu'eux-mêmes étaient vraiment et qui est devenue culte. Ça a été le cas pour la trilogie du $, de Leone, et pour évidemment la trilogie Mad Max avec Mel Gibson. Et ça m'amusait en fait de voir ce lien évident entre les deux, qui pourrait peut-être annoncer le futur de la carrière de Mel Gibson, qui serait peut-être le futur qu'a eu Clint Eastwood après tous ces déboires avec la critique, notamment française. Donc je peux tout de suite annoncer que dans 20 ans, Mel Gibson aura évidemment les respects de la Cinémathèque française, la couverture des cahiers du cinéma, enfin. Et bien avant ça. Si Mel Gibson, d'ici quelques années, pouvait réaliser un Mad Max Unforgiven, je crois qu'on serait nombreux à signer tout de suite.
Et c'est possible, c'est envisageable. On va faire une courte pause. Alors c'est un extrait d'un film de Clint Eastwood, Honky Tonk Man, un extrait choisi par Antonin que je trouve très très beau, qui revient justement sur cette terre promise, cette Promised Land, et sur cet horizon que ces personnages et que nous spectateurs pouvons avoir. Et on se retrouve juste après pour parler avec Série Z évidemment de son travail sur les Mad Max et sur l'Australie. Tu nous diras où est-ce que c'est l'Australie. Tennessee line ran right along over there, stretching from horizon to horizon. What are you talking about, Grandpa? The run. It was the run, boy, when they opened the Cherokee Strip to white settlers. September 16, 1893. This is where it happened? Tennessee line ran along right over there. People lined up as far as you could see. Thousands and thousands of people. Men, women, kids, all ages, all kinds. On horses and mules and wagons and buckboards and surreys. Some of them on foot, or some. Where were you? Huh? Well, hey, you see that little hump in the ridge over yonder? Well, that's where I was, nearabouts. I was 18 then. Sat in the straddle of an old mule, no saddle. I rode that old mule all the way from Tennessee. Got him in here 3 days before the run, just so I could rest him up. She was the greatest horse race in the history of the world, boy. And for the greatest prize, the Cherokee Strip. There's no sweeter cheater than you. You know your smile melts my mind, and your touch burns. Did you get some of it? Yeah, I got mine. I lost it later. Hell, that don't matter. It wasn't just the land, just the dirt itself I was a racing for. It was the promised land. That's what you gotta understand. But I tried to make people understand it wasn't just the land. It was the dream. I have to be crazy to keep coming back and sharing you with somebody new. That's what I tell them. No, we wasn't just land chasers. We was dream chasers. Just look at it now. All turned to dust. All turned to dust. We ruined it. We ruined it. There's no sweeter cheater than you. But there's other places. California now. Yeah. They say that's the promised land too. No, too old to go chasing another dream. C'est donc un extrait du Honky Tonk Man de Clint Eastwood. On va revenir avec Série Z sur à peu près le même sujet, mais on va sortir du documentaire sur Sad Hill pour en revenir à son documentaire à lui. D'ailleurs, comment il s'appelle ton documentaire ? Archaeologist of the Westland. Ah, c'est beau. Et donc, c'est un truc qui est amusant, c'est qu'en voyant ce documentaire-là, j'ai vu qu'il y avait des parallèles. Je raconte quasiment la même histoire, donc pas avec les mêmes moyens, hein, ça c'est clair. Et donc mon documentaire T'as pas un drone ? Non, si. Mais bon, j'ai pas Metallica et j'ai pas Clint Eastwood. Mais ouais, non, l'histoire est relativement similaire et il y a des choses qui sont dites dans ce documentaire-là qui sont exactement les thèmes de mon documentaire. Et quand les gens dans Sad Hill Unearthed disent ben voilà, on est des archéologues du cinéma, c'est exactement le même point de vue qu'on avait, puisque moi c'est carrément le titre que j'ai choisi, archéologiste du Westland, quoi. Et donc moi archéologue, non? Archéologiste, oui, archéologue, oui. Et donc moi c'est quelque chose que j'ai tourné en 2015, donc qui est toujours en post-production. C'est bien de... Oui, non mais ça avance. Et donc c'est quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire que là où a été tourné Mad Max 2, donc à côté de Broken Hill, dans le désert en Australie, donc à Melbourne, à l'ouest de Sydney,
il y a un Anglais qui s'est pointé là-bas, il y a fan de Mad Max et qui s'est installé avec sa femme et ses enfants et qui a construit un musée dédié à Mad Max 2. Donc il a des voitures, des répliques, il a des photos de tournage et puis au fur et à mesure des années, il a récupéré des objets, genre un des boomerangs utilisés dans le film, la boîte à musique, un des doigts qui est coupé par le boomerang, enfin plein de choses comme ça, quoi. Et puis un jour où j'étais là-bas, il m'explique son projet, c'est que sur le site qui s'appelle les Pinnacles, donc c'est au pied d'une des collines dans le désert, là où le campement de Mad Max 2 a été construit. Il avait pour projet de creuser les anciennes douves, le fossé qui était tout autour du campement, pour essayer de retrouver des objets, des voitures ou des motos, des trucs qui ont été poussés dans le trou, recouverts après l'explosion du camp, qui ont été recouverts. Puis genre ils ont nettoyé ça grossièrement et puis après ils sont arrachés, quoi. Donc ça a pris du temps à se faire. Il a fallu des organes. Oui, donc il a creusé. C'est une terre qui appartient à la mine et c'est une terre aborigène, quoi. Donc il a fallu l'autorisation des aborigènes, il a fallu l'autorisation de la mine, et puis après des mois de travail, on a déboulé là-bas avec une pelleteuse pour recréer creuser là où il y avait les douves, et on a sorti des tonnes de pneus, des morceaux de voitures, et ce qui était fascinant, c'est que tout ce qu'on a sorti, ça faisait une montagne de déchets, quoi, et de ferraille, et qu'à l'intérieur, il y avait des choses qui, pour l'œil d'Adrian, donc le mec du musée, prenaient une valeur incroyable. On a retrouvé un des turbos du Landau, qui est la voiture noire qui poursuit Max dans la poursuite initiale, et il tenait ça comme une relique. Il l'a nettoyé à la brosse à dents, et maintenant c'est ce que c'est le poncho. Exactement ce que je disais, ce que je m'amusais à dire, c'est il y a un côté Indiana Jones, sa place est dans un musée, quoi. Et l'intérêt de comment dire, cet intérêt ces films qui ont été vus comme des films popcorn et puis pas méprisés mais pris un petit peu à la légère, 50 ans, 40 ans après, continuent d'être là, et pour certaines personnes c'est quelque chose qui a un intérêt. Donc dans Sad Hill Unhearst, les gens ils sont fous du Bon, l'Imbrute et le Truand. Là c'est des gens qui sont fous de Mad Max 2, mais c'est exactement la même passion et le même cette même volonté d'essayer de faire comme dans La Rose pourpre du Caire, quoi, de traverser l'écran et de vivre dans le film où les gens kiffent tellement le film qu'ils ont envie de vivre dedans, quoi. Donc en Australie, pour Adrian, lui il vit au milieu des costumes, des voitures, sur les lieux même du tournage. Il a choisi de vivre dans le film, quoi. Donc le documentaire, c'est en partie par rapport est-ce qu'il fait des trucs, quoi, genre des grandeur nature ou je sais pas quoi, parce qu'il y a une différence entre comme les jeux de rôle grandeur nature, les Bosky Fest, les Bosky Fest où tu t'habilles comme dans le film, et vivre dans le lieu du film entouré de reliques. Lui il s'habille pas façon Mad Max, mais à recréer des trucs. Non, parce que la plupart des gens qui sont dans les trucs de cosplay, comme le Rocky Horror Picture Show, ce genre d'objet de film vraiment culte, c'est pas la même, c'est pas tout à fait la même importance que de fabriquer un costume et puis d'aller dans une convention et puis d'être habillé en chevalier de Jedi, ou c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond et où religieux, le moindre caillou, le moindre bout de fer, un bout de filet, tous les objets qu'on a ressortis, tout le merdier qu'on a ressorti, on a passé des heures devant l'écran à faire devant des captures d'écran, à voir d'où ça pouvait venir. Genre on a retrouvé un filet de camouflage, la question c'était de savoir d'où vient ce filet de camouflage. Mais à quoi tient cette différence justement entre les grandes réunions où ils vont tous se déguiser en Jedi, où on va se costumer, et ce rapport-là, enfin je veux dire, par rapport au film même, qu'est-ce qui fait qu'un film comme Mad Max 2, comme Le Bon, l'Imbrute et le Truand, est-ce que c'est parce que les gens habitent juste à côté de là où c'était tourné et d'un coup essayent de faire revivre un lieu précis parce que c'est chez eux en fait et qu'ils y tiennent, mais pas que parce que pour Sad Hill, ils montrent que les gens ils habitent pas loin, mais ils ont fait venir des gens qui viennent de partout, et puis quand on voit les crédits à la fin du film, on voit que les gens qui ont soutenu cette opération, ça va aux États-Unis, au Japon, toute
l'Europe. Oui. Et pour comment dire, mon documentaire, c'est l'histoire d'un Anglais qui part de Bradford, une cité genre en Angleterre, et qui part vivre dans une ville fantôme où il y a 20-30 habitants au fin fond du désert, à 50 bornes d'une ville de 20 000 habitants, et le prochain bled il a 400 bornes quoi. Donc est-ce que ça tient de la folie d'un personnage qui va... on peut appeler ça oui, c'est de la folie, mais c'est tout à fait non, parce que je cherche, est-ce que ça vient des personnages eux-mêmes ou des films qui vont créer quelque chose comme ça en fait? Après je pense que ça peut être, après c'est dans le rapport de la personne par rapport au film quoi. Donc ça dépend aussi le degré de folie il découle aussi un peu de l'importance du film. Sur un film comme Le Bon, la Brute et le Truand, il y a un côté très noble, donc forcément personne va se dire ils sont fous quoi. Tout le monde voit l'intérêt de déterrer le cimetière et de le reconstruire. Et tout le monde, je suis pas sûr justement. Enfin, je pense que entre Mad Max et Le Bon, la Brute et le Truand, on est arrivé à un point d'équivalence en termes de noblesse. Ouais, alors je suis pas sûr. Ouais, après, on va pas mettre des points, mais il n'est pas question de faire un. Mais après oui, il y a quelque chose d'un peu fou de partir d'Angleterre pour aller vivre là-bas. Après moi j'ai passé beaucoup de temps donc au musée Mad Max 2. Tu as même refait. Voilà, j'ai peint le musée, etc. C'est une folie qui est tout à fait rationnel. Le gars, au final, en fait, c'est quelqu'un qui, quand il était en Angleterre, avait des étagères remplies de DVD, de posters, qui étaient comme n'importe quel fan, quoi. Et puis qui a voulu faire plus, donc il a fabriqué une réplique de l'Interceptor. Et puis il s'est dit, une fois que j'aurai ma réplique de l'Interceptor, je serai arrivé au bout de ce que je peux faire, quoi. Et en fait, c'était juste la première marche vers quelque chose d'autre, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est dit, genre bon, maintenant il faut que j'aille en Australie. Il allait en Australie et puis il s'est rendu compte que c'est là-bas qu'il allait y retourner pour y vivre quoi. Et aujourd'hui il tient un musée où 365 jours par an il accueille des centaines et des centaines de touristes, et sa seule obsession c'est d'expliquer aux touristes pourquoi Mad Max 2 est aussi important, comment le film a été fait, et ça devient une démarche historique, et c'est comme un vrai musée. S'il s'intéressait aux momies égyptiennes ou s'il s'intéressait à quelque chose comme ça d'historique, personne ne se poserait la question. Un historien qui va bosser toute sa vie sur les pyramides en Amérique du Sud, personne va dire il est complètement fou quoi. Lui son terrain d'activité c'est Mad Max, et il est là pour il est là pour expliquer pourquoi ce film, comment ce film a été fait et pourquoi il est important quoi. C'est après voilà, chacun voit, mais ce qui est chouette, c'est que comme la région est relativement touristique, ils récupèrent quand même beaucoup de touristes, et les touristes repartent chez eux avec une idée précise de ce qu'a été le film, de comment il a été tourné, et de comment les décors ont été mis en valeur, et de ce que ça représentait pour le cinéma australien et pour l'Australie à ce moment-là quoi. Et ton documentaire du coup c'est un portrait? Est-ce que t'as pas voulu nous le montrer encore? Non, il est encore en post-production. Oui, c'est depuis 2014 oui. Non, mais depuis 2016. Oui, depuis 2 ans, oui, ça va pas vite. Quand est-ce qu'on le verra? J'espère à la fin de l'année. Et puis là là. Mais encore une fois, alors du coup, on a affaire à quoi? Un portrait du musée, du personnage, de ton histoire. C'est à la fois l'histoire des fouilles et en même temps que on raconte l'histoire des fouilles, mais c'est exactement comme pour le documentaire de Sad Hill. Je fais le portrait de ce gars qui est parti vivre là-bas, et de qu'est-ce que c'est. Pourquoi est-ce qu'il est parti vivre là-bas, et pourquoi est-ce que c'est aussi important que de lâcher toute sa vie qu'il avait avant, son taf, sa famille, ses amis, pour s'installer dans une région aussi inhospitalière, parce que à côté de Burgos c'est relativement désert, mais c'est là-bas on parle c'est une autre moulinette quoi, et essayer que les gens comprennent, sans forcément se dire je ferai la même chose, mais d'arriver à comprendre quelle est sa démarche, et que c'est pas tout à fait, disons que c'est un fan qui a décidé de devenir historien, et de vivre dans le film, dans l'univers dans lequel qu'il l'intéresse quoi. C'est assez fascinant. Après moi de mon point de vue, je suis plus je trouve c'est pas aussi profond que ça quoi. Je trouve ça,
je reste à un niveau plus, comment dire, ludique. Ce qu'on avait dit dans la précédente émission qu'on avait fait ensemble sur Mad Max, c'est que toi, les films Mad Max, à la base, t'étais pas forcément fan du film. J'aime bien, mais oui, voilà, mais je suis pas comme ces gens-là. Moi, je vais rencontrer des fans. Mais il n'empêche que toi-même, au-delà même du musée, t'as quand même été rechercher tous les. Alors, je suis allé visiter à peu près tous les lieux de tournage, mais c'est une autre démarche. Par exemple, à la fin du mois, il y a le 40e anniversaire du premier Mad Max. Donc il y a un gros événement en Australie. Je sais qu'il y a une quinzaine de Japonais qui vont faire le trajet pour le 40e anniversaire et qui ont prévu d'aller voir tous les lieux les uns après les autres. Et pour eux, c'est un véritable pèlerinage parce que c'est des bikers. Et en tant que biker, Mad Max, il voue un véritable culte au film, quoi. Moi, quand je vais voir les lieux de tournage, c'est plus pour une raison, pour comprendre comment les films ont été faits, pour voir au-delà du cadre. Pour mieux comprendre la fabrication du film, quoi, plus que pour quelque chose de, comment dire, de pèlerinage. C'est comme Indiana Jones, quoi. Tu confonds pas la superstition avec l'histoire, quoi. Mais tu te rends compte, c'est pas un travail que tous les gens qui vont écrire sur les films font pas ce travail. Non, mais oui, mais parce que moi j'aurais pris 10 ans pour le faire, donc c'est. Après, je suis allé à New York pour une convention Mad Max il y a 2 ans de ça, et j'en ai profité pour passer 4-5 jours dans la ville. Visiter New York. Donc il y a des lieux touristiques immanquables. Moi j'ai préféré faire une liste de tous les lieux de tournage de tous les films tournés à New York que j'adore, genre SOS Fantôme, Les Guerriers de la Nuit, Taxi Driver, Maniac, tous ces trucs-là, et ça m'a donné un but pour visiter la ville. Et une déception parce que t'es plutôt dans les années 80. D'une certaine manière, quoi. Et pour le coup, c'est fascinant parce qu'on voit des lieux de tournage de Taxi Driver ou de Maniac, on reconnaît l'immeuble. Mais dans le film, c'est tourné dans les années 70, c'est dégueulasse à mort, c'est hyper flippant. Et aujourd'hui, New York a énormément changé et on voit l'évolution, quoi. Ou alors on voit des choses qui sont hyper drôles. Au début des Warriors des Guerriers de la Nuit, il y a la grande réunion qui est censée se passer au Bronx, et qui est genre à l'ouest de Central Park, à Riversdale, je crois. Et en fait, là où il y a des centaines de membres de gang qui sont réunis pour écouter le discours de Cyrus, c'est hyper impressionnant quand on voit ça. Moi, je vois ça depuis que je suis gamin. Le film, je le connais par cœur. Et quand on visite l'endroit où ça a été tourné, c'est un parc pour les gamins avec des dinosaures en ciment qui ont été dissimulés dans le film par des palissades en bois. Et quand on voit le truc, on a du mal à se dire qu'il s'est passé ça, quoi. Et ça aide un peu à mieux comprendre comment les films sont faits et comment est-ce que le travail du décorateur, le travail du cadreur, la magie du cinéma, comment elle peut fonctionner quand on voit le terrain brut et on a l'image dans le film, et donc on arrive un peu mieux à comprendre comment ces films sont faits. Et puis les raccords où les gens sont là et puis le plan suivant ils partent quelque part et puis on a l'impression que c'est au même endroit alors qu'en fait ça a été tourné à des endroits différents. Moi c'est plus ce genre de choses qui m'intéresse d'une certaine manière, même si il y a quand même une légère émotion de voir certains endroits. Mais quand ils ont pu rester inchangés, c'est vrai qu'à New York, moi j'ai été déçu de voir tellement d'endroits en fait qui ressemblent justement. Ça n'a rien à voir. Mais San Francisco de la même manière, ça n'a rien à voir avec. Enfin, j'ai pas retrouvé Dirty Harry dans San Francisco. J'ai pu retrouver des petits endroits de sueur froide, évidemment, mais l'atmosphère, le décor, ça a tellement justement changé. C'est plus les années 70. Et moi, il a fallu que j'aille dans des parcs nationaux, presque des choses qui n'ont pas bouger pour enfin retrouver l'émotion en fait. Et c'est pour ça que moi je comprends tout à fait l'émotion de cette bande qui a retrouvé le Sad Hill en fait. Je te coupe, mais je suis pas tout à fait d'accord parce que comment dire la porte d'hôtel devant laquelle Harvey Keitel et Robert De Niro discutent dans Taxi Driver, qui a méga de la gueule dans le film et qui ressemble à rien dans la réalité aujourd'hui. C'est juste une porte d'hôtel générique et c'est hyper propre, ça n'a strictement rien à voir. Je trouve qu'il reste comment dire, c'est une image mentale de toute façon qu'on se fait, quoi. On sait qu'on est à l'endroit où ils ont tourné le truc, quoi. Donc on arrive, enfin il faut
faut avoir un peu d'imagination, mais il y a, je trouve qu'il reste un peu de cette émotion de voir le lieu, d'essayer de retrouver exactement là où était posée la caméra, là où était le cadre, et de se dire bah ouais, le temps a passé, ça a complètement changé, mais c'était là quoi. Après il y a des endroits, par exemple dans Wolfen, toutes les scènes dans le Bronx, il reste juste la topographie qui est similaire, mais ça n'a strictement plus rien à voir quoi. Donc là ouais, c'est difficile de se rendre compte, mais bon, dans une ville, les bâtiments restent là, quoi. Évidemment, New York, pour moi, c'est un exemple. L'hôtel de Crocodile Dundee, c'est. On dit, et on se dit, ouais, ils sont pas foutus de sa gueule, quoi, parce que quand on arrive devant, on se rend compte que c'est quand même, mais même, il y a des choses amusantes, c'est quand on est dans Central Park et qu'on voit l'immeuble de SOS Fantôme, l'immeuble de Dana Barrett, Sigourney Weaver, et qu'on voit qu'ils ont rajouté un matte painting pour rendre l'immeuble plus gothique et plus c'est hyper chouette de voir et puis il y a je vais prendre un exemple tout bête, c'est je suis allé voir l'immeuble de Rosemary's Baby, où dans le film il y a un plan sur l'entrée de l'immeuble, quoi. Et donc je connaissais pas l'histoire du tout de cet endroit et de cet immeuble. Mais sauf que bon, j'étais tout seul, j'arrive, je prends une photo de la porte, et puis il y avait un groupe de touristes qui étaient là et qui voulaient se faire prendre en photo. Et ils me demandent si je peux pas les prendre en photo au même endroit, quoi. Donc je les prends en photo, et puis ils me disent bah si tu veux on te prend en photo, quoi. Donc je me mets exactement au milieu du cadre qu'on voit dans Rosemary's Baby, et puis eux ils me disent mais non, plus à gauche, mets-toi sous le lampadaire. Et en fait je comprends pas très bien parce qu'on voit pas le lampadaire dans Rosemary's Baby, et je dis mais pourquoi, non moi je veux être là, quoi. Ils me disent mais pourquoi tu veux être là, il faut que tu te mettes sous le lampadaire, quoi. Et en fait je me suis rendu compte, ils m'ont expliqué que c'est à cet endroit-là où John Lennon s'est fait assassiner, et en fait c'est exactement pareil, c'est une sorte de pèlerinage pour aller, et en fait pour le même lieu, ces touristes et moi on était là genre en sorte de pèlerinage, mais pour des raisons complètement différentes, quoi. Et donc la photo elle est un peu genre c'est pas tout à fait la même, mais il y a la même, comment dire, la même volonté d'être présent et puis de se faire prendre en photo dans le même cadre. Après c'est peut-être un peu, comment dire, moi c'est surtout pour New York, c'était surtout une manière de visiter New York et de voir New York. J'étais jamais allé à New York, je connais New York par cœur parce que j'ai vu 1 million de films qui se passent à New York, et donc j'avais envie de revoir le New York que je connaissais, et de voir quelle était la différence entre la réalité et le cinéma, quoi. Donc on voit ce qui est exactement pareil, et puis pour certains endroits genre Times Square, il y a un nombre incalculable de films, genre le vieux film avec Harry Belafonte là où il y a personne, les gendarmes à New York, Crocodile Dundee, on voit sur les décennies, on voit très beau panel, on voit dans l'histoire du cinéma la chair, le diable et le sang. Ouais, voilà, la chair, le diable et le sang. On voit l'évolution du lieu de film en film, et puis bah oui, c'est marrant de voir ça, comme je dis, de voir au-delà du cadre, et de se balader là-dedans. Ouais. Pour terminer cette émission, est-ce qu'on pourrait revenir rapidement sur ta collection de cailloux? Alors, oui. Donc, non mais quitte à t'avoir, oui, moi ça me... profiter, ouais. Et ben en fait chaque fois que je vais à un endroit qui a compté pour l'histoire du cinéma, j'essaye de ramasser un caillou par terre, et donc je collectionne les cailloux, et donc j'ai une vitrine avec le musée du caillou, avec des cailloux d'un peu partout, de plans de films célèbres, enfin bon, surtout des trucs qui m'intéressent, hein, donc t'es pas allé à Dinard pour prendre un caillou pour le conte d'été d'Éric Romer? Non, mais j'ai prévu d'aller prochainement avec votre camarade en attendant Godard, d'aller passer un week-end à Villerville, qui a servi de cadre pour Tigreville, pour un Saint-Jean-Hiver. D'accord. Mais étrangement, ouais, non, je le fais chaque fois que je pars à l'étranger. Donc je l'ai fait en Espagne, à New York ou en Australie, mais je l'ai pas encore fait à Paris. Alors qu'à Paris, il y a quand même pas mal des vieux bébels, pas mal d'endroits. D'ailleurs, il y a un gars qui tient un blog qui s'appelle Stéphane Fontana, qui tient un blog justement de lieux de tournage, qui est, je pense, le meilleur en France. Bon, après, il y a plein de gens qui font ça. Il y a plein de sites qui il y a des cartes qui se font maintenant, des sites entiers. De plus en plus. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose, le tourisme cinématographique, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. En fait, le culte autour du cinéma, entre guillemets, le tourisme cinématographique se développe de
plus en plus. Dans certains endroits où ils en ont jamais rien eu à foutre, ils commencent à s'y intéresser un peu. C'est-à-dire que, par exemple, en Australie, à Broken Hill et à Alice Springs, depuis quelques années, il commence à y avoir des festivals dédiés à Priscilla, princesse du désert. Ce qui avant... et en fait, ouais, les gens se rendent compte que ça a un intérêt... D'ailleurs, c'est hallucinant quand on se balade à Almeria de voir à quel point c'est absolument pas valorisé. Le musée du cinéma à Almeria, il est ridicule. Et tous les lieux de tournage, tous les bâtiments qu'on voit dans les Sergio Leone ou les comment dire des décors qui ont été faits, quasiment tout est laissé à l'abandon, à part deux villes qui ont été construites et qui sont devenues des parcs touristiques avec des eaux, un merdier pas possible, quoi. Mais sinon, c'est laissé complètement à l'abandon. Et en se baladant dans ces endroits, on croise parfois des gens qui prennent des photos et qui font la même chose que nous, quoi. C'est-à-dire qui sont dans ces lieux-là pour un tourisme, et on se dit mais ouais, c'est un truc qui pourrait être le tourisme cinématographique, ça pourrait être un truc qui pourrait être valorisé à mort, quoi. Bon, à Almeria, ils ont jamais trop valorisé ce qu'ils avaient chez eux, quoi. Donc bon. Il est temps de se quitter, malheureusement. Merci Série Z d'avoir participé de façon très active à cette émission. C'est un plaisir, et on se retrouvera l'année prochaine pour parler... Fin 2020. Donc, fin 2020, un an et demi. la vache. Voilà. Donc dans 2 ans, on se retrouvera dans... Un peu moins de 2 ans. D'ici là, on aura peut-être l'occasion de faire une spéciale David Lean, Laurence d'Arabie, tout ça. Ça serait bien, ouais. On en reparlera, et puis donc voilà, d'ici 2 ans, la sortie chez Rouge Profond, toujours a priori, de l'ouvrage définitif sur la Commencer à économiser. Trilogie, ça va être cher, oui. Mad Max. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission. De rien. Merci à notre c'est un plaisir d'avoir enfin quelqu'un de silencieux dans cette émission. Merci Chabédé. Bravo Chabédé, oui. Merci, bravo, et merci, je crois que tout le monde est vraiment content que enfin quelqu'un se soit tu. Elle vous salue bien bas. On se quitte avec un dernier extrait du Bon, la Brute et le Truand. Vous pouvez retrouver cette émission bien évidemment sur internet, sur le site de Canal B ou sur YouTube. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Ciao. Des bisous. What was it you told me the last time? If you save your breath, I feel a man like you could manage it. And if you won't manage it, you'll die. Only slowly. Very slowly, old friend. After you, please. Start walking.